L'idée, c'est quand même que la fédération, qui regroupe plus de 40 000 professionnels de l'équitation, entre les enseignants, les animateurs, les dirigeants de clubs, on s'étoffe d'un bagage culturel pour pouvoir le diffuser et apporter suffisamment de connaissances pour raconter l'histoire du cheval à travers la population. Cet animal, il a traversé les civilisations, il a façonné nos civilisations. Et donc, il était extrêmement important pour la fédération de s'occuper de cette question d'origine et de cette question culturelle pour aussi expliquer pourquoi l'équitation en est là aujourd'hui, d'où elle vient et aussi quelles sont ses perspectives d'avenir. Il y a deux sports en particulier dans le monde, c'est tout ce qui touche au bateau, à la voile et l'équitation, le cheval. Ça a changé les distances, mais ça a changé la circulation des langues, ça a changé la circulation des peuples, ça a changé la guerre, ça a changé l'agriculture, ça a changé l'économie, ça a tout changé. C'est les deux trucs qui ont permis à l'humanité d'arriver où elle est. Évidemment, la fédération ne peut pas être insensible à l'origine du cheval, parce que d'abord, la fédération est une fédération d'équitation. Ensuite, on est dans une époque de forts enjeux sociétaux, parce qu'on est passé d'une culture du respect du cheval à une culture de l'amour du cheval. Enjeux sociétaux, parce qu'en 1980, le cavalier moyen est un homme, il a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une fille, elle a 16 ans. Donc, il y a énormément d'évolutions, et donc il est bon de rappeler que le cheval, ce n'est pas uniquement un loisir, mais c'est aussi ce qui a fondé nos sociétés. Si on n'avait pas domestiqué le cheval 2200 ans avant Jésus-Christ, eh bien sans doute que notre histoire ne serait pas d'abord, elle ne serait pas ce qu'elle est, et puis notre monde ne serait pas ce qu'il est. I'm a specialist in paleoeconomic, and I'd studied the hunting of horses in the Paleolithic and where the food was on horses. And I was invited as a result of that to take part in a project which then looked further at domestication by an American archaeologist called Sandra Olson, who was a specialist in domestication. I've discovered that it's actually a long process of change. It's not a single event. And so most of my work has been on the earlier phases of it, where people change from being hunters of horses to specialising in them and then changing the way they hunted them until they gained a certain level of control. La génétique, elle a complètement révolutionné notre rapport à la compréhension des origines des chevaux, puisque les questions aussi simples que quand, où et comment les chevaux ont été domestiqués pour la première fois par les humains ont trouvé des réponses complètement inattendues. Alors la question du quand et du où, on l'a réglée finalement que depuis très peu de temps. On l'a réglée dans une publication de 2021, c'est donc une recherche très fraîche, celle dont je parle là, qui nous a montré que les chevaux que l'on admire aujourd'hui, ici à la Fédération française d'équitation, mais partout dans le monde en fait, l'essentiel dérive d'une population qui vivait il y a 4200 ans de cela, au nord du Caucase, dans les steppes occidentales de Russie. Et donc il faut imaginer là que des peuples humains ont entamé un premier rapport au cheval, qui a consisté d'abord, et c'est ce que nos travaux génétiques montrent, à faire un travail de sélection pour des chevaux qui naturellement étaient plus dociles que leurs copains chevaux, et donc en ne mettant en reproduction que ces chevaux-là, eh bien les traits de docilité se sont répandus de génération en génération après eux. Et puis ensuite, ils ont fait un autre travail de sélection qui, cette fois, a porté sur d'autres gènes. Et ces gènes, on a pu montrer dans nos travaux qu'ils étaient responsables d'une anatomie dorsale un petit peu modifiée et vraisemblablement en capacité la locomotion des chevaux comme jamais auparavant. Puisque dès lors que des chevaux existent, sont produits pour avoir ces caractères-là dans le nord du Caucase il y a 4200 ans, eh bien on les voit se répartir comme une traînée de poudre, je pourrais dire, à l'échelle de l'Eurasie tout entière.
Alors le cheval sauvage, c'est pour l'image d'Épinal du cheval sauvage, c'est celui qu'on considérait jusqu'à nos travaux comme le dernier cheval sauvage vivant sur Terre, à savoir le cheval de Przewalski. Il a été découvert dans la toute seconde moitié du 19e siècle, en Dzungari, c'est une région entre la Mongolie et la Chine, dans des steppes donc, et donc ce cheval, quand il a été trouvé, il n'a été pas monté. Il vivait à l'état naturel, d'où la qualification de nature étant égale à sauvage. On n'en doutait nous-mêmes pas, jusqu'au point où on a séquencé son ADN et essayé de comprendre son histoire via les données génétiques. Et là, patatras, pour nous, on l'a trouvé comme le descendant d'un cheval qui a été domestiqué une première fois, un petit peu avant l'époque dont je viens de parler, il y a 5000 ans de cela. Mais cette domestication s'est arrêtée à un moment donné. Les peuples humains qui ont entrepris ce premier rapport au cheval ont fini par disparaître, on en perd leurs traces génétiques, ils n'ont plus de descendants, ces humains-là, aujourd'hui, et de même que eux n'ont plus de descendants, s'il n'y a pas de maître, le cheval finit par retourner à l'état sauvage, à l'état naturel. Et il a retrouvé sa liberté, alors le terme de sauvage, il ne peut plus très bien s'appliquer à ce cheval, et du coup ce cheval de Przewalski, il nous fait réfléchir à plein de choses, donc à notre rapport aux chevaux domestiques, mais aussi à l'histoire de la domestication du cheval, à notre place aussi dans le vivant, parce que ce cheval de Przewalski, on œuvre pour sa préservation, sa réintroduction à l'état naturel en Mongolie. Il est en lien avec nous depuis plus longtemps qu'on ne le pensait, et puis il nous bouscule dans nos croyances ou nos idées. Dire qu'un animal est sauvage, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ce besoin de qualifier le monde entre les sauvages, ceux qui ne sont pas autour de nous, et les domestiques, ceux qui vivent dans nos maisons, les animaux de compagnie ou à côté de nos maisons, dans les étables, etc. Eh bien, c'est un besoin qui est assez moderne en fait et qui est très très propre à une évolution du mode occidental qui consiste à ne pas se placer nous humains dans la nature, et dès lors que nous ne faisons pas partie de la nature, il convient de trouver ce qui en fait encore partie, mais ce qui n'en fait plus tout à fait partie, puisque autour de nous, nous qui sommes hors nature, donc les domestiques sont vécus comme quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel, mais il faut savoir qu'en dehors du monde occidental, je pense par exemple au peuple indigène Sioux, des grandes plaines du sud-ouest américain, le mot de sauvage, et donc le concept de sauvage, le mot de domestique, et donc le concept de domestique n'existe pas. On a une distance très importante par rapport à ce qu'on appelle la nature. Parce qu'on est dans une posture, mais ça date depuis des millénaires, où on se considère, nous, Homo sapiens, comme étant à côté, en dehors de la nature. Et d'ailleurs, dans notre vocabulaire commun, on dit bien j'aime bien la nature. Avant, c'était plutôt la nature est quand même, il faut la dompter, c'est pas facile. Face à une crise environnementale comme celle dans laquelle nous sommes en train d'entrer, il faudrait qu'on puisse changer de comportement et qu'on s'intègre et qu'on se voit en nature et non pas à côté de la nature. Ce que les philosophes appellent passer d'une posture dualiste, il y a deux choses, à une posture moniste, il n'y a plus qu'une seule chose, nous sommes en nature. Donc le cheval dans cette histoire, qui peut nous servir d'alibi, parce qu'il y a une forme de gradient nature-culture. Quand on regarde les chevaux, il y a des chevaux sauvages, et puis en même temps, il y a le cheval domestique. Donc le cheval est intéressant comme modèle pour voir, explorer ce gradient nature, culture, et peut-être nous aider aussi à nous positionner là-dedans. J'ai passé plusieurs années en Sibérie, en Asie centrale, ce que j'appelle l'Asie intérieure, c'est-à-dire une vaste zone qui couvre une grande partie de la Sibérie, de la Mongolie, de l'Asie centrale, constitue une civilisation du cheval, dans la mesure où ce sont pour beaucoup des peuples cavaliers. On n'apprend pas à monter à cheval. Le cheval vient, comme on apprend à marcher, on apprend à monter à cheval. Et aussi parce que les usages du cheval sont très multiples. Ils sont utilisés non seulement pour l'équitation, comme ici, pour l'attelage aussi, mais aussi tous les produits issus du cheval, c'est-à-dire principalement la viande. Et ce n'est pas du tout une viande honteuse comme ici. Là-bas, c'est plutôt la viande de prestige qu'on va offrir dans les grandes occasions. En Yakoutie, le cheval, c'est aussi un animal à fourrure. On utilise ses crins, on utilise ses os, ses tendons. En fait, toutes les parties du cheval sont, comme je le disais dans mon livre, je crois, dans le cheval, tout est un régal pour les Yakoutes. Donc ce sont des peuples cavaliers qui ont formé une civilisation. Je ne dis pas que c'est la civilisation du cheval, mais c'est une civilisation du cheval possible. Ce qui se développe en fait à partir du milieu du XXe siècle, c'est l'idée qu'on pourrait développer une forme de thérapie
une forme de soin formalisé en fait, avec les chevaux. Et ça, effectivement, ça débute à partir des années 60. Sur les deux espèces moi, que je connais bien, à savoir du coup le chien et le cheval, c'est vrai qu'on a des univers sociaux qui évoluent en fait. Ce qui est commun en fait dans ces deux espèces, c'est le fait qu'en fait progressivement depuis le 19e siècle, on les a extraits à l'obligation de travail, progressivement, partiellement, voilà. Les chevaux c'est assez clair. La mécanisation fait qu'on a moins besoin d'eux pour la traction. Et pour les chiens également, en fait, avec le développement en fait, de la relation de compagnie, qui se caractérise par le fait de ne plus être obligé en fait, de servir à quelque chose, hein, tout simplement. On a effectivement des chiens qui, de plus en plus, sont l'objet de soins, dont la relation en fait, s'inscrit dans le cadre d'un loisir, du temps libre que certains humains peuvent consacrer aux animaux. Et donc, le lien, en fait, il se fait là, en fait, entre le chien et le cheval, c'est que le développement du temps libre va permettre de développer d'autres rapports que des rapports simplement instrumentaux avec ces deux espèces-là. Et c'est aussi se dire qu'aujourd'hui, le cheval, évidemment, est un acteur du sport de haut niveau, mais c'est aussi un acteur du loisir, et plus que ça, c'est un acteur de la relation, et c'est ce qui finalement, peut-être, j'ai l'habitude de dire que si dans le temps, le cheval nous a mis sur un piédestal, aujourd'hui, il nous remet les pieds sur terre, et c'est ça. Donc à l'heure où des gens voudraient que l'on ne monte plus à cheval et qu'il n'y ait plus un cheval dans les champs, eh bien non, au contraire, on a besoin de chevaux pour justement réapprendre à avoir un lien avec la nature, avec le vivant, et le cheval porte tout ça. Au fil des millénaires, le cheval a eu un rôle particulier effectivement dans l'évolution des civilisations et surtout dans sa relation à l'homme, à l'être humain. Cette relation, elle a évolué et elle continue d'évoluer. Il y a quelques décennies encore, le cheval était un animal de guerre, servait à faire la guerre. Aujourd'hui, il est dans le secteur du sport et du loisir. Et puis, c'est aussi le développement des activités autour de la médiation animale, avec la médiation équine et ce cheval partenaire pour soigner, pour réparer. Et donc, voilà, la relation de plusieurs millénaires a encore de belles années devant elle. En tous les cas, c'est notre rôle de l'accompagner.